Bonsoir à tous, donc on est en direct. Merci à tous d'être connectés si nombreux ce soir pour ce webinaire. Nous allons commencer sur des petites questions techniques. Première chose, ce webinaire est enregistré et vous recevrez le replay à l'issue du webinaire. Si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants, je vous invite à ouvrir l'onglet « Questions » qui est à droite de votre écran et de remplir votre question. Nous organiserons une session de questions-réponses à l'issue du webinaire et nous pourrons répondre de manière un peu plus personnalisée à vos questions. Hop, est-ce qu'on a déjà des petites chats? Après, vous pouvez évidemment envoyer des chats dans la partie chat, mais les questions, s'il vous plaît, faites-les plutôt dans questions, sachant que la troisième colonne sondage, nous en aurons besoin à quelques reprises au cours de ce webinaire. Voilà. Donc, le sujet du jour, ce sont les nouveaux modes de travail. Alors, de la France jusqu'en Californie, parce qu'on a la chance d'avoir des représentantes françaises basées en France, et puis un représentant qui est basé en Californie, à San Francisco. Et nous allons donc parler de ces nouveaux modes de travail et de leur impact sur le management, sur l'expérience collaborateur, etc. Donc, je vous propose d'abord un petit tour de table pour présenter nos intervenants. Allez, on va faire l'honneur aux messieurs. Anthony. Bah, dis donc. Merci. Donc, Anthony Passemard, je dirige l'offre de conversation d'AI conversationnelle chez Google Cloud. Ça fait à peu près 4 ans, un peu plus de 4 ans que je suis là-bas. Et un peu plus de 13 ans dans la Silicon Valley. Voilà. Merci. Karine? Donc, bonsoir à tous, Karine Marchand. Je suis la DRH du groupe Altarea. Altarea est un promoteur immobilier logement, promoteur immobilier d'entreprise et une foncière de commerce, 2000 collaborateurs basés principalement, quasi exclusivement en France. Merci. Et Sophie? Bonjour, donc Sophie Lazare, je suis CEO de Global et ravie de vous accueillir ce soir. Voilà, je voudrais remercier devant vous nos deux invités. Donc, Karine, et en plus, là où on est un peu dur, c'est que sur le thème du télétravail, on invite Karine qui est DRH et qui est déjà débordée en tant que DRH dans une société en train d'organiser évidemment le télétravail dans la crise actuelle, mais en plus dans le secteur de l'immobilier de bureaux, secteur qui est extrêmement challengé pour le futur, bien entendu. Et puis, merci Anthony. Anthony, tu as donc 9 heures de décalage avec nous. Oui. Merci de commencer ta journée avec la France, en fait, qui est ton pays d'origine. Mais ton expérience, en fait, aux États-Unis va être extrêmement enrichissante pour nous tous. Merci beaucoup. Un plaisir. Alors, on va démarrer 2020, bon pour tous, ça a été une année un peu révolutionnaire et il y a plein de termes qui ont émergé. Remote, full remote, travail à distance, hybrid work, flex office. Sophie, c'est quoi toutes ces choses? Alors, oui, c'est quoi toutes ces choses? Parce qu'on entend un peu tout, en fait. Donc, le flex office, on va dire, jusqu'à présent, c'était cette capacité à pouvoir, dans certaines entreprises, permettre aux salariés de pouvoir être parfois au bureau, parfois de chez eux, mais on en était un peu là et de nombreuses discussions étaient engagées avant cette crise. Le remote office était beaucoup utilisé également comme terminologie pour dire finalement c'est le fait de travailler de chez soi. Mais aujourd'hui, en fait, avec ce qu'on a expérimenté, le sujet c'est plutôt de travailler de n'importe où, que ce soit de l'île de la Réunion, de chez soi, de son bureau ou d'un espace de coworking près de chez soi également. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qui est important, ce qu'on souhaite discuter avec vous, c'est comment, après cette crise, on se projette dans le monde qui vient. Alors, pour comprendre peut-être un peu les situations de chacun, parce qu'on a quand même 3 entreprises qui sont extrêmement différentes, autant dans leur localisation que leur taille, que leur secteur d'activité. Ce que je vous propose, c'est de nous raconter un peu comment ça s'est passé pour vous en 2020, les outils, la mise en place du télétravail, travail à distance, et puis qu'est-ce que vous en avez retiré?
Karine? Alors, toute l'année 2020, effectivement, comment ça s'est passé? Je vais juste faire un petit flashback encore un petit peu plus loin. Altaria est un groupe créé en 1994 par un fondateur actionnaire toujours majoritaire et toujours le patron opérationnel. Et je dis souvent que c'est une génération de 1948. Et je dis ça parce que, un, c'est un entrepreneur français et deux, génération 48. Donc, tout ça avec, dans la même phrase, télétravail, vous voyez la forme d'incompatibilité qu'on pouvait avoir avec plutôt une très forte culture du présentéisme et puis très ancrée dans l'ADN du groupe d'être présent. Et comme tu le disais, Sophie, tout à l'heure, en plus, on construit des bureaux. Donc, soyons un petit peu cohérents avec nous-mêmes. Donc, le télétravail, c'était pas notre truc. On avait une charte signée en 2018 quand même, mais qui était très, très exclusive et vraiment destinée aux salariés qui étaient en grande difficulté personnelle, enfants malades, proches aidants, enfin voilà, ce type de choses. Et arrive effectivement mars 2021, et comme beaucoup d'entreprises, on ne se pose pas de questions, on ne comprend pas très, très bien ce qui se passe. On nous dit d'envoyer tout le monde en télétravail, qu'il faut rester à la maison. On fait un peu comme les collègues et on envoie tout le monde à la maison. Du jour au lendemain, par chance, en fait, on était à quelques mois de l'emménagement dans notre siège très emblématique, plein cœur de Paris, et qui basait beaucoup sur le digital. Donc, on était quasi d'ores et déjà tous équipés, ou à 90%, de PC portables et téléphones portables. Donc, j'allais dire, au niveau technique, on était plutôt équipés, on était assez confortable pour pouvoir envoyer tout le monde à domicile. Après, les choses se sont un peu compliquées parce qu'une fois qu'on était à domicile, qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille? Donc, on s'est tous mis à travailler sur Teams. Moi, la première qui précédemment, on avait quelques personnes, comme je vous disais, qui étaient en télétravail. Je disais, ça me casse les pieds, je sais pas comment ça marche ton truc, on se met sur téléphone, enfin voilà. Et puis là, on a appris en mode réel et on est tous devenus des digital natives, comme je l'ai écrit dans une de mes petites notes à un moment. Parce que spontanément, on s'est dit, il faut qu'on garde contact avec les collègues. Et garder le contact avec les collègues, ça ne peut pas être au téléphone, même en système de conférence. Il fallait quand même qu'on se voit et à défaut de se ressentir en vrai. Et arrive donc la fin du confinement quand même. Et ce qui se passe, c'est que ça correspond pile poil au moment où nous livrons en fait notre siège. Alors, je parle beaucoup de notre siège parce que sur 2000 salariés, on est quasiment 1200 sur le siège. Donc, je focalise beaucoup sur la problématique sur Paris, sachant qu'on a des points et des agences en région, mais Paris est quand même très représenté en termes d'effectifs. Et donc, arrive le mois de juin. Alors, je précise que pendant toute la période de confinement, notre chantier, il a été arrêté une demi-journée. Il n'était juste pas question que notre chantier s'arrête. Je ne sais pas si vous n'étiez peut-être pas connecté sur l'immobilier à l'époque, mais une partie des chantiers a été arrêtée pendant les premières semaines du confinement, sauf le site de Richelieu qui a fait une demi-journée le 17 mars matin et le 17 mars après-midi, il a repris. Donc, quand est arrivé début juin, en 15 jours, tous les jours, on faisait arriver 200 personnes au siège. Et on passait, alors on était à Miroménil, avant on n'était pas non plus maltraité, mais ce siège est tellement sympa qu'en fait on a facilement fait revenir tout le monde parce qu'ils avaient envie de revenir dans ce lieu-là et de découvrir ce qu'était ce magnifique siège dont ils entendaient parler depuis de nombreuses années. Et puis surtout, pour nous, le télétravail c'était terminé, quoi. Voilà. Donc on revenait au boulot, le confinement c'était 2 mois, c'était terminé, on retournait au travail comme si de rien n'était. Merci Karine, c'est intéressant et moi je crois que ce qu'on va aussi beaucoup retenir, c'est l'importance du lieu tel que tu nous l'as évoqué. On y reviendra peut-être un peu plus tard, hein, Bérangère. Oui. Peut-être qu'Anthony, tu peux prendre la parole sur ça parce que l'importance du lieu pour une entreprise comme Google qui crée une ville quasiment à part entière. Je pars chez vous. Ouais. Comment ça s'est passé 2020 pour les équipes? Oui, une ville ou plusieurs, hein, puisque Google a quasiment a énormément d'immeubles à San Francisco, quasiment tout Mountain View, Sunnyvale et toutes les villes alentours. Donc, on a des bâtiments partout. Google Cloud en particulier vient de créer un nouveau campus à Sunnyvale. Donc, c'est 7 bâtiments de 8 étages tout neuf, flambant neuf, quasiment, ils ont 3 ans.
et encore en construction d'ailleurs. Et donc, effectivement, on a des superbes locaux où tout le monde avait très envie d'aller. Il y a une culture chez Google, c'est qu'ils fournissent nourriture matin, midi et soir à tous les employés. Donc, les gens aimaient bien avoir leur petit déjeuner et leur dîner inclus. Il y a les salles de sport, il y a tout ce qu'on peut savoir de Google, qui est quand même très sympa. Et donc, la vie sur le campus est très agréable. Et à partir de mars 2019, ouais, c'est ça, 2020, on nous a dit tout le monde à la maison, plus personne sur le campus. Et très, très rapidement, on nous a dit jusqu'à septembre 2021. Donc, ça a été très rapidement, très loin. Pas besoin de revenir au bureau. Donc, les conversations de retour au bureau commencent seulement maintenant. Donc, il n'y a eu aucune personne au bureau, sauf les personnes qui étaient critiques, c'est-à-dire les gens qui gèrent les data centers, des choses comme ça. Mais les bâtiments eux-mêmes, les campus étaient complètement fermés. Et nous, comme la culture Google était très collaborative de base, évidemment, on a le Google Workspace, on a Meets, on a tous ces outils-là qui étaient dans la culture générale de la boîte. Il n'y a pas eu cette transition difficile. Tout le monde est en vidéo tout le temps. Toutes les salles de réunion à l'office sont équipées en vidéo. Donc, on faisait toujours de la vidéo en permanence. Et donc, ça a été assez facile d'aller à la maison et de se faire de la vidéo. Et ce qu'il a fallu surtout gérer, c'est les différences de population, puisqu'on avait beaucoup de jeunes qui sont locataires. Et être locataire dans la Silicon Valley, quand on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas faire d'événements, de soirées, quoi que ce soit, ça coûte énormément. Donc, on a eu énormément de jeunes qui sont partis de la Silicon Valley parce que les loyers étaient juste dingues, quoi, et que ça valait pas le coup. Donc, on a vu un exode des locataires, pas des propriétaires. Ça a été vraiment la division entre deux poules de personnes. Et les propriétaires, c'est plutôt des gens qui sont en maison, donc plus confortables, etc. Donc, ça a été intéressant de voir. Mais la transition, c'est plutôt bien faite. Google a donné un budget je ne veux pas griller personne, mais c'était $1000 par personne pour s'équiper, pour acheter un écran, pour acheter un bureau, un siège, etc. Et que tout le monde soit bien, où qu'il soit, pour pouvoir faire du télétravail. Super, merci. Alors, on va terminer avec Sophie et Global, une toute autre réalité encore. Voilà, une toute autre réalité. Bon, alors, nous, en fait, ça n'a pas été très, très compliqué comparé à vos deux entreprises, puisqu'on est moins, on est une vingtaine de personnes. Hein. Voilà, mais par contre, ce qui a été évidemment compliqué, ça a été la partie informatique et lourde. Donc, en fait, tout simplement, qu'on a géré pour partie en ayant quelques très rares personnes en fait au bureau pour gérer cette partie infra. Mais finalement, tout le monde s'est très vite organisé chez soi. Et nous, en fait, on avait déjà pris l'habitude de travailler ensemble sur les espaces de Global, pour être très clair. Et donc, chacun s'installe finalement sur ses tables. Hein. On est organisé, on tourne en fonction des journées et des semaines d'ailleurs, ou des projets. Et on a chacun nos espaces, mais aussi des espaces communs pour travailler ensemble, et qu'on organise aussi tout au long de la journée pour pouvoir travailler à deux, seuls ou à plusieurs, et sur les documents qui sont partagés sur les tables. Voilà, donc nous, on l'a mis en ligne assez récemment, hein, finalement, la suite Google, mais on l'utilisait précédemment déjà nous-mêmes sur nos espaces, et ça nous a permis aussi de travailler très efficacement. On était, lors du premier confinement, en train de peaufiner tous nos documents de communication, et de pouvoir faire ça en étant connectés toute la journée ensemble, et ça nous a fait grandement gagner du temps. Voilà. Et puis c'est surtout qu'on n'a pas eu. Enfin, moi surtout le point, c'est que j'ai même utilisé à l'époque Global. J'étais encore à l'époque dans mon ancien cabinet chez PwC, et moi-même je l'ai utilisé en fait avec mes équipes que j'ai installées autour des tables, comme elles vont chez les clients en fait, et chaque table était un client. Et puis moi, je me déplaçais dans l'espace pour aller voir les uns et les autres comment ça avançait. Donc, on est quand même relativement vite passé au complet remote. Voilà. Merci Sophie. Alors, on va faire un mini break. Je vous invite tous à aller dans l'onglet sondage
On va lancer un petit sondage que vous pourrez remplir soit maintenant, soit dans les minutes qui suivent. Alors, vous devez le voir. Et vous, c'est quoi votre situation aujourd'hui? Voilà, on est en 2021. Dites-nous un petit peu quelle est votre situation actuelle au 6 mai 2021. Pendant que vous commencez à y répondre, je me permets de te poser une question, Anthony, mais je crois que tu es en train d'y répondre. Oui. C'est Anthony, les $1000 qui sont mentionnés pour s'équiper, ça représentait combien de collaborateurs? C'est tous. Donc, c'est tous les employés de Google sans US. discrimination. US, je peux pas trop dire pour l'extérieur parce que je suis pas à 100%, mais aux US, c'était tout employé. D'accord. Et j'en profite aussi, Sophie, pour poser cette question pendant que tout le monde répond un petit peu. C'est question sécurité. Oui. Est-ce que l'utilisateur global est moins tracé que sur Zoom, par exemple? Oui, merci beaucoup pour cette question même. Donc, bien entendu, en fait, les données donc déjà sont stockées en France, elles sont stockées même en région parisienne. Donc, du coup, on est soumis et conforme GDPR, bien entendu. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'ensemble des échanges de données sont cryptés également. Voilà. Et puis, les entreprises ont leurs données qui sont stockées sur leur propre serveur. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, Ce qui nous différencie Zoom, c'est qu'on est payant, en fait, et que, moi, je ne cesse de le répéter autour de moi et aux jeunes en particulier, toujours se méfier des services quand ils ne sont pas payants nécessairement. Voilà, l'économie doit fonctionner. Et d'ailleurs, ce qui se passe actuellement avec, vous savez, les nouvelles règles sur les cookies montrent parfaitement bien, et Facebook, Instagram communiquent beaucoup là-dessus en disant attention, si vous n'acceptez pas en fait les cookies et d'être tracés, il y a un moment où nos services ne pourront plus être gratuits. Ça permet d'avoir beaucoup plus de transparence sur le fonctionnement du digital. Voilà. Ok. Alors, on va poursuivre. En tout cas, à titre d'information, sur notre sondage, 50% des personnes sont actuellement en télétravail organisé. Ce qu'on va appeler télétravail organisé, c'est que c'est très normé, avec 1, 2, 3 jours par semaine. C'est plutôt ce genre-là, mais on a quand même 24% qui sont encore en full remote. Donc, voilà. Alors, on va passer à la partie suivante. Alors, tous ces nouveaux modes de travail, finalement, le distanciel, ça impacte particulièrement la manière de manager, n'est-ce pas? Quelle est la question de la confiance, la perte visuelle des collaborateurs? Qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces sujets, Sophie? Alors, ça, c'est extrêmement important, effectivement. C'est que le sujet du management a été probablement une des premières zones de souffrance, en fait, dans le cadre du télétravail. Souffrance pour les managers en premier lieu, souffrance pour les équipes en deuxième lieu. La souffrance des managers, en fait, elle vient du fait qu'on perd ce contact visuel. Et alors, vraiment, j'en parle avec d'autant plus de conviction que c'est quelque chose que j'ai vécu dans mes 2 vies professionnelles. C'est où sont les gens, en fait? Comment est-ce que je vais pouvoir discuter avec eux sans être intrusif, déjà en premier lieu, et d'autant plus intrusif que les personnes étaient chez elles. La deuxième chose, c'est finalement à quel moment j'interroge les gens, je fais le point avec eux, sans avoir l'air d'être sans arrêt sur leur dos. Donc, ça a été le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a un sujet aussi d'habitude et de confiance en France. Et ça, je pense que probablement Karine pourra bien en parler aussi. Donc, je lui laisserai en parler de ce sujet de confiance en lien avec la vision US. Mais pour revenir sur le management, en fait, comme les managers ont perdu le contact visuel, alors les collaborateurs ont senti une nouvelle pression qui était les objectifs qui étaient fixés par ces mêmes managers. Ces objectifs en termes de quantité et ces objectifs en termes de deadline. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges de mails. On a beaucoup parlé de la surcharge de mails, de la surcharge de l'écrit, de la surcharge aussi de besoin de planification qui était induite par les sessions, en fait, données par les réunions. Et puis, ce besoin permanent de faire des réunions, des points, des réunions qui ne servent à rien. On a beaucoup parlé
d'un retour au management dit des années 50 en fait, où on a remis en fait des strates, alors même que avant cette crise sanitaire, le management est peut-être Karine, tu nous le confirmeras, mais l'idée c'était de réduire au maximum les strates de management, avec pour exemple les méthodes agiles déjà très utilisées aux États-Unis, pour arriver d'un management très vertical à un management horizontal. Et on a le sentiment que cette crise nous a remis, enfin le sentiment, et c'est ce qui a été écrit, dans ce management de verticalité. Karine, est-ce que tu peux confirmer l'histoire de la confiance? Et puis Anthony, peut-être nous en parler, toi, dans ta vie de manager aux US, voir comment vous avez fonctionné. Alors bien sûr que la crise est venue, la crise sanitaire et le distanciel est venu confronter cet enjeu de confiance tel que tu le décris, puisque dans une entreprise française où le présentéisme est un gage de travailler, forcément la distance repose la question de la confiance. En même temps, ce qu'on a demandé aux managers dans cette même période, c'est de faire confiance parce que par défaut, les collaborateurs étaient loin, alors même qu'on était en perte de repère complète. Donc, sur un terrain où le manager, même si, et nous, on n'a pas bougé sur nos strates managériales et strates hiérarchiques pendant la crise, on ne les a pas allongées, on les a laissées telles qu'elles étaient, et on est même allé un petit peu plus loin, j'y viens tout de suite. Mais quand même, on a demandé à nos managers de faire des choses qui étaient improbables, de faire confiance là où ils avaient quand même un petit peu de doute parfois, plus souvent, et deux, alors même qu'ils ne savaient pas ce qui était en train de se passer. Donc, ils ont attendu de la part de la DRH au sens entité du terme, énormément de cadres et de repères. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit le faire? Qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce qu'on ne peut pas demander? Et en même temps, je voulais ajouter à t'écouter, Sophie, que cette crise, en nous mettant en distance, elle nous a quelque part quand même réhumanisés ou renforcés dans nos individualités. Et pourquoi je dis ça? C'est que la caméra, elle est rentrée dans les appartements et dans les maisons. Oui. Et qu'on a vu, d'abord, on a vu des environnements qui n'étaient pas des environnements de travail. On a aperçu des environnements qui étaient chez les gens. On a vu parfois passer des piou-piou derrière, où moi je me souviens, on se salue tous, bonjour, comment tu vas? Et entendre dire bonjour, parce qu'il y avait un des petits qui était derrière et qui a appris la politesse et qui entendait des gens dire bonjour et qui répondait. Et donc ça a remis, je trouve, dans nos rapports managériaux, là je parle en tant que manager aussi, une forme d'humanité, c'est-à-dire que nos collaborateurs, puisqu'on est élevé comme ça en France, le code du travail, c'est tu es au travail et tu ne mélanges pas ta vie perso et ta vie perso, etc. Bon. Et là où on peut reprocher où est la frontière entre la vie pro et la vie perso, qui est une des critiques du télétravail, finalement, ça a aussi des atouts, moi je trouve, c'est de dire, mais mon collaborateur, je savais qu'il était marié, les enfants, etc., mais là je les vois et je vois en vrai les petits. Et juste un point sur les strates managériales, nous sur le deuxième confinement, donc celui d'automne, en fait, on a changé de braquet quelque part. On a dit, écoutez, on a su faire au premier confinement. Maintenant, on va faire 20% de gestion de Covid, puis 80% de vraie vie managériale. On va arrêter de faire que ça sur un plan managérial. On va revivre normalement. Et on va tellement vivre normalement qu'on va vous confier la responsabilité de l'organisation du travail dans vos équipes. Donc, on leur a donné des guidelines globaux. Est-ce qu'il fallait qu'ils soient en présentiel, beaucoup, pas assez, etc. Mais derrière, c'est vous qui savez le mieux quelles sont les situations personnelles aussi de vos collaborateurs. Est-ce qu'ils sont bien installés? Est-ce qu'ils souffrent d'isolement? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent quand même au travail, etc. Et donc, on leur a renvoyé cette responsabilité et du coup, on leur a fait plus confiance. Anthony, est-ce que toutes ces réflexions te paraissent loin de la réalité de ce que vous pouvez vivre en Californie notamment? Il y a plein de points hyper intéressants. Le fait de rentrer chez les gens, c'est quelque chose qui a été très très vrai. Ça, on voit les jardins, on voit les enfants, on voit les chiens, on voit un peu tout. C'est vrai qu'on rentre un peu dans la vie des gens. C'est assez sympa. Moi, ce que j'ai trouvé que le fait d'être en remote a finalement aidé, a eu quelques côtés positifs par rapport aux gens qui étaient déjà remote. Moi, j'ai des équipes distribuées. J'ai des gens à New York, j'ai des gens à Seattle, j'ai des gens à San Francisco.
Et puis, les gens de New York et de Seattle en particulier, ils n'étaient jamais dans les salles de réunion avec nous, ils étaient obligés de voyager une semaine par mois, des choses comme ça. Et finalement, eux se sentaient à un désavantage. Et quand on fait de la mesure de performance, on le fait 2 fois par an chez Google, 2 fois par an, il y a une évaluation. C'est bien que les gens qui sont remote soient jugés de la même manière que les gens qu'on voit tous les jours, avec qui on crée des liens un peu plus forts. Et le fait que tout le monde soit en remote, finalement, ça remet tout le monde au même niveau. Et ça évite un peu les biais de proximité. Et ça permet de mieux évaluer les gens avec un peu plus de neutralité. Je pense. Donc ça a aidé à ça. C'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte, je pense, pour le futur. On va tous se retrouver, hein, et il faut penser, il y en a qui reviennent au bureau, mais pas dans les mêmes bureaux, et qu'on ne voit jamais. Et donc, il faut penser à eux aussi, il faut faire attention. Très bien, ben oui, bien sûr. Et moi, je pense que ce principe-là, en fait, c'est que jusqu'à présent, on a aussi ce qu'on a pu découvrir aussi, c'est la capacité à être connecté ensemble, quel que soit l'endroit où on est. C'est-à-dire qu'en fait, les équipes, comme tu le disais très bien, en fait, Anthony, quand tu as des équipes qui sont éparpillées partout dans le monde, jusqu'à présent, en fait, on se disait, on va les connecter. Alors, on va dire en France, hein, en tout état de cause, on va les connecter 2 ou 3 fois par an ensemble par un grand raout où on va les rassembler tous au même endroit. Je pense que cette crise nous a fait aussi prendre conscience qu'on avait la possibilité d'être beaucoup plus en lien, en fait, avec les équipes, quel que soit l'endroit des agences un peu partout ou des filiales un peu partout, et de pouvoir travailler en connexion les uns avec les autres de façon beaucoup plus simple, sans être nécessairement dans la même ville, à condition d'avoir les bons outils. Oui, tout à fait. Justement, Sophie, tu parles d'outils, j'ai l'impression que l'idée de lien est revenue souvent. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on parle de ce concept dont on parle de temps en temps, le lieu-lien pour l'entreprise. En quoi est-ce que c'est indispensable, un avantage? Qu'est-ce que ça amène? Et pourquoi c'est juste essentiel pour l'entreprise et pour les salariés? Oui, alors je vais peut-être faire l'intro et puis après on écoutera bien sûr Karine et Anthony sur le sujet. En fait, on aurait pu le mettre dans tous les sens en fait, hein, le lieu lien, mais l'entreprise, c'est un lieu de lien aussi en fait, quelque part. La vie professionnelle, c'est l'occasion de créer du lien. En tout état de cause, c'est comme ça qu'on l'a conçu jusqu'à présent. Alors des liens qui sont aussi complexes que les liens familiaux, hein, j'ai envie de dire, donc avec leur côté positif, leur côté plus complexe, etc. Mais en tout état de cause, l'entreprise et la vie professionnelle, c'est aussi, au-delà du fait qu'on va gagner sa croûte, l'occasion de rencontrer du monde et d'être ensemble et de construire quelque chose ensemble. Et j'utilise ce terme-là quand on dit construire quelque chose ensemble. C'est pas pour rien que ça s'apparente effectivement à l'immobilier. Et le lieu, il y a bien un moment où il faut qu'on génère des rencontres. Alors on pourrait se dire que quelque part, pour faire une rencontre, il suffit de connecter 2 caméras ensemble et 2 audios, de se donner rendez-vous. Mais alors, on laisse de côté complètement le hasard. D'abord, des rencontres qui vont se faire dans ce lieu, puisque de fait, on l'aura planifié. Et puis, deuxièmement, on enlève également toute la possibilité de l'oralité, puisque pour faire cette rencontre, il aura fallu la planifier et échanger par mail avant. Et ce concept de l'oralité, quelque part, quand on enlève cette spontanéité, on va générer, en tout cas dans le type de management tel que on le ressent actuellement, mais c'est finalement, premièrement, augmenter l'anxiété liée au fait que quand on envoie un écrit, on se demande quand l'autre va y répondre. Alors, bien sûr, on peut aussi mettre des process en disant, voilà, quand on envoie un mail, la règle, c'est d'y répondre dans les 12 à 48 heures, par exemple. Mais on a quand même déjà cette première anxiété. Puis la deuxième anxiété, quand on envoie un mail, c'est aussi de se demander si le message va être pris correctement. Au-delà du fait qu'un certain nombre d'écrits peuvent être beaucoup plus rapides
certains sont très, très importants, hein, bien entendu, je ne suis pas en train de remettre en cause tous les écrits, mais d'autres, en fait, peuvent être évités quand on est dans de l'oralité et dans de l'immédiateté pour éviter tous ces sujets d'anxiété. En tout cas, moi, à la lecture de ce que j'ai pu faire, hein, et des études sociales qui sont sorties autour de ça et d'anthropologues, hein, également, on sent bien que l'oralité et la spontanéité sont des éléments essentiels dans le lien que peuvent avoir des personnes entre elles. Oui, Karine, je pense que votre avis est intéressant sur ce sujet, le lien humain, l'oralité, les habitudes humaines et aussi françaises qui font que les gens aiment se retrouver. Alors, on a découvert pendant ces périodes-là que nos collègues qui nous cassaient les pieds avant, en fait, ils étaient chouettes, quoi, et qui nous manquaient. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a eu aucune difficulté à faire revenir la quasi-totalité des collaborateurs en juin de l'année dernière, en sortie de premier confinement. Moi, je rajouterais aussi à ce que tu disais, Sophie, c'est que dans ce manque de spontanéité, cette perte de spontanéité, on a perdu aussi le avant et après de la rencontre. C'est-à-dire que quand, si on se place dans la relation managériale, mais si on se place dans la réunion d'équipe aussi, de la même manière, il y a cette entrée en matière qui, quand on est sur un Teams, alors on a pris l'habitude après, mais on avait plutôt tendance à être go straight, c'est quoi le sujet, on traite le sujet. Et tout ce qui se passe avant et tout ce qui se passe après, qui sont l'inclusion, qui sont comment ça va, et puis de sentir l'humeur, comme je dis, respirer l'entreprise, respirer, renifler les gens, comme je dis, ça, on ne l'a pas quand on est à distance. Et du coup, on retrouve un peu la complexité de l'écrit, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment va être reçu le message. Donc, tiens, oui, là, je me connecte, j'ai un rendez-vous avec un tel, j'envisage de le recadrer. OK, mais c'est peut-être pas du tout le moment. Sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé avant et je ne sais pas ce qui va se passer après parce que je ne vais pas le voir et je ne vais pas le sentir, je ne vais pas le voir arriver dans mon environnement ou je ne vais pas sentir quand je vais aller le voir. Ça, c'est un vrai manque. Et puis, on a perdu le collectif organisé aussi, malgré tout. Bien sûr. C'est-à-dire les fêtes. On n'a rien fêté depuis un an. Nous, on a emménagé dans un bâtiment qui est juste une perle, qui a été primé, qui fait l'unanimité en termes d'aménagement, de lieu de vie, de lieu de lien, comme tu dis. Moi, j'ai tout fait pour qu'ils puissent manger dès le premier jour et on n'a jamais arrêté de manger ici. Parce que très français aussi, hein, si en plus ils ne mangent pas, hein, c'est mort. Mais, et donc, tout ça, on ne l'a même pas fêté. On n'a pas fait d'inauguration, on n'a pas fêté les 4 ans, 5 ans de boulot qui a été ce bâtiment. Et on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir le faire. Et donc, ce lieu, lien, ce monde de l'entreprise, c'est pour ça que nous, on croit, évidemment, alors, parce que c'est aussi une partie de notre business, mais pas que. Pas que. On croit fondamentalement que le bureau reste un lieu d'identité d'entreprise. Et comme je fais souvent la comparaison, on parle de la valeur refuge qu'est l'immobilier. Vous savez, quand on veut placer de l'argent, on dit la valeur refuge de l'immobilier. Moi, je dis le bureau, c'est la valeur refuge du travail, quoi, quelque part, et du travailler ensemble. Justement, Anthony, tu as vu la question. Émilie nous parle d'un article qu'elle a vu dans les Échos qui parle de Google et du travail à vie. Alors, que ce soit l'année 2020 ou le travail à vie, la question est la même. Est-ce que l'entreprise n'a pas peur que les collaborateurs perdent ce sentiment d'appartenance à l'entreprise ? Alors, bon, je ne sais pas ce qui se discute au niveau du leadership de Google, mais j'imagine que c'est quelque chose auquel elle prête attention. Je pensais là, Karine, pendant que vous parliez des fêtes, on a organisé, nous, chez Google, quelques petites fêtes, des fêtes de team, d'équipe, où on a fait de la dégustation de vin, on a fait des cocktails aussi, beaucoup d'alcool. On a fait un petit événement où on cuisinait ensemble avec l'équipe, donc il y avait un animateur qui faisait, chacun chez soi, dans sa cuisine, on faisait des petits desserts brésiliens. Voilà. Donc on essayait de créer un peu des petits événements d'équipe comme ça qui étaient assez sympas. C'est pas très large, hein, c'est des équipes de 10-15 personnes maximum, mais ça permettait de garder un peu ce sentiment de fête. Par contre, on a eu en interne des prix d'innovation technologique où généralement
Moi, je l'ai gagné 2 fois sur les 2 années dernières et d'habitude, on est envoyé en Hawaï toute l'équipe pendant une semaine. Bon, cette année et les 2 dernières années, on n'a rien eu. Donc ça a été un peu le raté. Mais bon, c'est le genre de choses qui peuvent être, qui ont manqué. Par rapport à la question là, qui est posée sur la perte de sentiment d'appartenance, pourquoi les salariés pensent à ne pas revenir ou voudraient ne pas revenir? Parce qu'on a commencé à discuter un petit peu avec certains employés. Le gros point qui revient, c'est la flexibilité. Flexibilité du temps et de pouvoir travailler quand on peut, quand on veut, avec des objectifs clairs. Là, en termes de management, c'est un challenge, c'est d'avoir des objectifs très très clairs, de pouvoir traquer ces objectifs et de pouvoir vérifier qu'une personne, en travaillant au rythme à lequel elle veut, délivre les objectifs, enfin ce qu'on attend de cette personne. Et changer cette mentalité de je veux payer autant à je veux payer un objectif, ça c'est un gros changement de mentalité. Si on a des objectifs clairs, on sait que la personne doit délivrer un certain nombre de choses, qu'elle le fasse le soir à 9h ou le week-end, et puis le lundi, elle bosse pas, et puis voilà, elle prend 2 heures pour aller faire des courses, c'est pas très grave. Et finalement, cette flexibilité, c'est ce qui est mis en valeur énormément pour les gens, et une société qui respecte cette flexibilité, avec un bon système de tracking des performances, ça fait une société qui est attractive, finalement. Et ce sentiment d'appartenance, après, il y a aussi l'intérêt du job. Je pense que Google a quand même un avantage, c'est qu'on a quand même beaucoup de sujets très intéressants avec des échelles de travail qui sont massives. On travaille avec des milliers, des millions de personnes, avec des gros chiffres d'affaires, avec des gros challenges à résoudre. Et ça attire les talents. Mais je pense que la flexibilité associée à un bon tracking, un bon management, est vraiment très, très attractif pour ces collaborateurs. Merci Anthony. Sophie, tu vas peut-être prendre la parole sur la digital workplace, le fait que la digital workplace, et je pense que Karine pourra peut-être rebondir aussi sur ça, c'est des outils, mais c'est des hommes qui vont avec aussi, avec les efforts à apporter pour que ça marche. Pour illustrer ton propos, je vais diffuser une vidéo de Global aussi, parce que c'est des choses qui se montrent plus qu'elles ne s'expliquent. Oui, en réalité, moi j'entends parfaitement bien le sujet évoqué par Anthony sur le fait que le management par objectif, etc. Mais après, il y a beaucoup de choses qui se font en équipe. Et c'est sur ce travail en équipe, quand on a besoin d'être connectés les uns avec les autres, où il est important en fait de garder non seulement le lieu pour faire le lien, mais aussi le lien pour faire l'intelligence collective. Et c'est finalement ce qu'on cherche à amener en fait avec la proposition aujourd'hui que l'on fait sur le Global Workplace. Et on a utilisé le place et pas space justement pour mettre en avant ce lieu et le terme de work, parce qu'on a ces tables en fait sur lesquelles on peut collaborer très efficacement et collaborer ensemble. Là, on le voit sur une expérience de la suite Google, et pour ceux qui connaissent la suite Google, vous savez que Google Meet n'offre pas du tout la même expérience que celle de Global, mais on le fait aussi sur d'autres outils en fait métiers, pour autant qu'ils soient dans le SaaS. Donc sur Miro, etc. Le sentiment d'appartenance reste quand même très important en fait dans l'intelligence collective. Et moi, j'ai été très marquée par le fait qu'on nous a aussi beaucoup sollicité pour faire des séminaires. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises, pour remplacer en fait ce besoin pour remplacer le fait que physiquement il n'était pas là, et d'ailleurs ça s'est peut-être fait aussi chez Altarea, il y a eu des séminaires, beaucoup de séminaires qui ont été organisés dans le virtuel également. Et nous, on a été très sollicités pour aider à organiser ces séminaires. Donc, ça montre bien, en fait, que pour faire entreprise, on a besoin quand même d'être connectés ensemble à un certain nombre de moments. Karine, je ne sais pas comment est-ce que vous avez gardé cet esprit d'entreprise là, mais c'est un ressenti fort en tout cas qu'on a eu nous en fait en répondant à nos clients, c'est quand même le besoin de reconnecter tout le monde ensemble. Clairement, ça fait partie, nous, des
conseils très appuyés qu'on a donnés aux managers et aux collaborateurs pour se soutenir les uns les autres. Et on a dit, vous ne pouvez pas ne pas être connecté, ne pas échanger avec un collègue ou votre manager pendant une journée. Sauf que comme on venait d'une culture de gros présentéisme, tout ça a été fait un peu de manière peut-être anarchique au début, ou hyper structurée. Moi, mon équipe, par exemple, je l'ai fait de manière assez structurée, c'est-à-dire qu'il y avait réunion tous les matins à 9h. Donc, certains m'ont dit après, tu nous as un peu cassé les pieds avec tes réunions à 9h. Et puis, 9h, et en même temps, la même personne me disant, mais heureusement que tu as fait ça. Parce que comme on n'avait nous pas l'habitude de bosser en distanciel, elle me dit, j'aurais fait 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, et puis finalement, j'aurais peut-être commencé mes réunions, mes journées à midi. C'était un rituel. Exactement. On savait qu'on se parlait et que du coup, toutes les questions aussi qu'on avait, et on en avait une foultitude en RH parce que on était devant un vide un peu intersidéral. Et en tout cas, on devait répondre à des questions dont on avait la question, mais la réponse, on ne savait pas très très bien sur quoi s'appuyer, ne serait-ce que sur un plan légal. Et, ces rituels sont importants, hein. C'est sûr. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est dit, en fait, finalement, en ayant un lieu où on se retrouve, eh bien, on est tout le temps ensemble et on évite en fait cette surcharge de planification que moi-même j'ai vécu encore une fois, que j'ai vécu au premier confinement. À l'époque, j'étais encore chez mes amis dans cette ancienne grande maison et belle maison qu'est PwC. Et en fait, on avait nos réunions comme ça du matin. Et tu as raison, c'était important pour pouvoir se connecter et faire ce rituel et s'assurer que tout le monde était sur le pont. Sauf qu'en fait, ça nous faisait perdre pas mal de temps. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les espaces pour, finalement, on est ensemble, on se voit, et puis chacun arrive un peu. Et en fait, les jeunes l'utilisent aussi beaucoup comme ça. Alors, eux, ils utilisent d'autres systèmes qui sont gratuits, etc., et puis qui ne permettent pas de faire ce qu'on fait sur Global, notamment le travail sur les documents, de se voir, etc., type Discord. Donc, en fait, c'est le fait de pouvoir se retrouver ensemble et de savoir où est-ce qu'on va se retrouver ensemble, en fait. Dans les méthodologies agiles, il y a une qui s'appelle Scrum, qui est connu pour le développement logiciel. Il y a un stand-up tous les matins, en début de journée. Tout le monde est debout, on n'est pas assis, on est debout. Et on dit, qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce que j'ai un bloqueur? Ça dure un quart d'heure, on va en rond, et puis c'est la synchro du matin, où tout le monde commence à démarrer. Merci Anthony, c'est très exactement comme ça que travaille l'équipe technique chez Global, avec ce système-là, et ça a été le déclencheur du développement en fait de la Global Workplace en fait. Très Après, exactement. Je dois faire un petit lien quand même avec la confiance telle qu'on l'abordait tout à l'heure. Ouais. C'est que ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé chez les collaborateurs N-2 aussi à cette période-là. C'est qu'ils se sont organisés eux-mêmes sans qu'on leur dise nécessairement tout ce qu'il fallait faire. Nous, on était plutôt sur le registre assez pro et ce qu'il y avait à délivrer. Mais ils ont monté des WhatsApp pour rester connectés entre eux. Je sais qu'il y a eu, ils faisaient du sport parce que nous, on a maintenu le sport à distance. On travaillait le lieu pour moi dans l'entreprise. On avait développé effectivement une offre de multi-activités en présentiel qui était pour moi, au-delà de faire du sport ou de faire du théâtre, c'était de créer du lien avec des collaborateurs qui ne se côtoyaient pas. Quand on s'est retrouvés, en distanciel, on a maintenu ces cours à distance. Donc, ils se retrouvaient à 13h au cours de yoga, ils se retrouvaient à telle heure à tel autre événement. Et donc, en fait, on a continué à créer et à maintenir ce lien, à maintenir ce lien à travers soit des offres qu'on a continué d'offrir en distanciel, soit parce qu'eux-mêmes se sont organisés. Je sais qu'il y a eu des cours de cuisine.
Alors, est-ce qu'on peut parler aussi, alors donc si on se projette dans le demain, en fait, ce qu'on a aussi vu, c'était que le fait de pouvoir travailler à distance, c'était l'occasion d'être beaucoup plus inclusif. Anthony, tu nous as parlé du fait que finalement, quelque part, ça a remis tout le monde sur un même niveau entre les équipes qui étaient à New York ou à Los Angeles, enfin très éloignées en fait physiquement. Ça dépasse aussi les sujets de localisation, hein, c'est être aussi inclusif par rapport aux questions de handicap, évidemment. Est-ce que c'est quelque chose dans vos firmes respectives qui est réfléchi pour le travail de demain? Oui, et je pense que le travail de demain aujourd'hui, c'est complètement ouvert en fait. On ne sait pas vraiment ce que ça va être. On sait que ça va être beaucoup plus de distanciel. Ça va être. Nous, on parle déjà de 2 à 3 jours par semaine remote pour tout le monde, de manière générale. C'est déjà quasiment. C'est pas acquis parce que. Mais c'est. Moi, je le vois bien. Toutes les équipes à qui on parle, c'est les employés veulent au moins 2 à 3 jours par semaine de flexible. C'est-à-dire pas obligés de venir au bureau. Ils peuvent, mais ils ne sont pas obligés. Donc ça va changer forcément. Comme je parlais de la mesure de performance, c'est critique. Hein. Il n'y a pas un bon moyen de faire de la mesure de performance qui n'est pas lié à la relation entre les gens. Même si on mesure le comment aussi, c'est assez intéressant parce que finalement, on mesure le quoi, ce qui a été délivré, ce qui a été fait, mais on mesure comment ça a été fait. Et le comment, parfois, c'est de la relation. Donc ça, c'est vrai que ça va être quelque chose qu'il va falloir qu'on étudie un petit peu, comment on mesure le comment par rapport au fait que tout le monde est en distanciel. Il y a plus cette notion de lien peut-être plus personnel entre les gens qui font que les gens travaillent un peu mieux ensemble. Mais bon, c'est tout ouvert. Hein, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de recettes miracles aujourd'hui. Anthony, une question. Chez Google, la mesure de performance, ce sont les OKR? Voilà, c'est ça. C'est les principaux métriques. OKR, c'est Objective and Key Results. Donc, un objectif, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi le but? Et les Key Results, c'est comment on mesure. Alors, je veux accroître l'adoption de mon produit. Ok, très bien, c'est un but. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux 100 000 subscribers de plus. Là, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Donc, il y a toujours un but et un ou plusieurs métriques qui permettent de savoir si le but est atteint ou dépassé. Et chaque équipe fait ses OKR. Donc, ça démarre par le leadership. En général, on a des OKR globaux. Ensuite, ça descend dans les couches et chaque individu ou chaque équipe, on va dire, a ses OKR. Pour pouvoir suivre un peu, et on traque ça assez régulièrement. On va faire tous les mois ou 2 mois, on regarde où on en est, à combien de pourcents de chaque OKR, combien on en est. Et l'objectif principal n'étant pas d'atteindre 100% de ces objectifs, ces OKR, ça c'est pas l'attente, c'est au moins 70, à peu près 70% est un objectif. Mais le but étant que si je sais que je dois atteindre 100% de mes objectifs, je vais mettre des objectifs plus bas. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que les gens puissent se stretch un peu et aller un peu au-delà. Et donc, on n'a pas une attente que 100% des objectifs soient atteints, mais on veut que les objectifs soient un petit peu agressifs par rapport à ce qu'on sait qu'on va pouvoir faire et on va essayer de les battre. D'accord. Merci. Je vous propose qu'on passe à un deuxième sondage. Alors, allez à nouveau dans la colonne sondage. Alors là, c'est un sondage vis-à-vis de l'hybrid work, donc le fait de jongler entre présentiel et distanciel. Quelles sont vos craintes potentielles vis-à-vis de l'hybrid work? Vous pouvez en cocher plusieurs. Alors, pendant qu'on répond, Sophie, je me permets de te poser une question qui a été posée par par Philippe, qui nous demande d'expliquer la digital workplace de Global. Est-ce que tu peux en succinctement parler de la Global Workplace, s'il te plaît? Oui. Alors, Philippe, merci de cette question d'abord. Donc, la Digital Workplace qu'on a développée, en fait, c'est finalement place, parce que c'est un lieu pérenne,
et c'est un lieu dans lequel on peut se déplacer librement, hein. Je ne sais pas si vous avez pu voir la vidéo tout à l'heure, sinon, de toute façon, on la retransmettra. Mais ce déplacement libre, en fait, permet de se ressentir homme ou femme dans cet espace. Et d'ailleurs, homme ou femme, j'en profite pour dire qu'on se voit donc dans une bulle où on nous aura incité à prendre une photo. Sinon, on peut y mettre aussi une photo de profil. Mais en tout état de cause, on n'est pas des initiales, sauf à vraiment ne pas avoir de caméra. Voilà, donc on est dans un lieu pérenne qu'on peut personnaliser complètement, non seulement aux couleurs de l'entreprise, mais on peut aussi personnaliser chacune des tables avec des collections qu'on va sortir d'ailleurs assez régulièrement. Et puis le work, parce que on a développé des innovations qui sont importantes, qui sont d'ailleurs, j'en profite pour le dire, qui sont brevetées sur les zones géographiques de l'Asie, de l'Europe et des États-Unis. Donc des tables qui s'activent à partir du moment où on se trouve autour d'elles, seul ou à plusieurs, et sur lesquelles on peut collaborer ensemble. Et collaborer, c'est pas uniquement regarder un partage d'écran ensemble, c'est être en action en fait. Et c'est pour ça que comme on est en action, on est engagé dans ce qu'on fait et qu'on est en lien et qu'on a des interactions. C'est ça être humain en fait. Et donc ces tables sur lesquelles on peut collaborer sur des contenus qui vont être des documents de son disque dur, mais qu'on va pouvoir partager avec l'autre et qu'on va pouvoir manipuler ensemble. On va pouvoir les annoter. Comme si on était assis ensemble à une table avec des outils d'annotation sur tous les documents qui sont projetés et tous les types de documents. On va pouvoir modifier, comme je l'ai dit, un document Excel, un document doc ou des slides à partir du moment où on l'aura juste partagé sur un drive ensemble. Donc, on n'a même pas besoin nécessairement d'être sur Google. On peut tout à fait avoir Teams, enregistrer un document sur le Drive et puis partager ce document, les droits de modification sur ce document ensemble et travailler sur des slides ensemble. Et puis, on peut aussi regarder des vidéos, ce qui fait que voilà, on peut aussi travailler sur n'importe quel type de documents audiovisuels. Et en fait, on s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là parce que Google, ça a été pour nous un premier essai réussi. On peut y mettre aussi Miro et on pourra y mettre d'autres outils collaboratifs. Collaboratifs parce que ça va avoir un intérêt à partir du moment où on a envie de collaborer ensemble, pour autant qu'ils soient sur le SaaS. Voilà, donc c'est vraiment une couche de collaboration complémentaire qui permet en fait, parce qu'on est dans un environnement avec cette ergonomie où on se déplace librement, où on peut faire des sous-groupes, etc., un outil beaucoup plus puissant qu'un simple outil de visio. Voilà. Je repense à ma vie au bureau avant le confinement. Je passais d'une salle de réunion à une autre salle de réunion toute la journée, parfois tout seul, parce que je faisais des vidéoconf dans des salles de réunion plus petites, à une ou deux personnes. Finalement, ça reflète énormément ce qui se fait dans la vraie vie, dans les bureaux. Exactement. Mon bureau, j'y allais jamais en réalité. J'étais tout le temps d'une salle à l'autre, les unes derrière les autres, à courir dans les couloirs pour pas être en retard et attraper un café au passage. Exactement. Ça reflète exactement la réalité en fait. Exactement, merci Anthony. Et d'ailleurs, je vais être complètement transparente avec vous tous. Il y a tellement de possibilités avec Global que nous sommes tout le temps en train de se poser la question, mais finalement, c'est vraiment quel est le… Mais non, mais en fait, on n'a pas envie de dire on a un seul usage. Et c'est pour ça qu'on a dit, en fait, finalement, c'est une workplace parce que c'est un prolongement dans le virtuel du lieu physique de l'entreprise, parce qu'on est capable d'y reproduire absolument tous les usages. Les salles de réunion, comme tu l'as dit, Anthony, la gestion de projet, bien entendu, avec le Scrum, mais aussi avec ces espaces permanents qui vont pouvoir permettre de suivre d'une session à l'autre, en fait, l'avancement d'un projet, des classes virtuelles, et on peut même faire la fameuse machine à café avec un espace où il y en a qui vont juste discuter de leur dernier bouquin, d'autres qui vont suivre ensemble un cours de yoga ou assister à un concert. Voilà.
Merci Sophie. Je vous propose de passer à la dernière phase de conclusion, un petit peu plus. Et demain, comment ça va se passer demain, une fois que la crise sera terminée? Vos équipes, comment se sentent-elles? Souhaitent-elles revenir au bureau ou pas? Quel rôle pour le bureau de demain? Anthony, qu'en est-il des équipes de ton côté? Moi, je l'ai évoqué un petit peu. Hein, je pense qu'on va avoir un mode hybride à partir de maintenant. Je ne crois pas au full, au retour 100% au bureau. Je pense que ça ne va pas se faire. On a des choses intéressantes, on a un challenge intéressant aux États-Unis, c'est que les impôts, hein, quand même tous, sont différents d'un État à l'autre. Et les salaires sont aussi différents d'un État à l'autre. On n'est pas payé pareil à San Francisco qu'on est payé au milieu du Midwest. Et donc, les gens qui sont partis en remote au Midwest vont certainement, je pense, se faire réajuster leur salaire aussi. Donc ça va être intéressant de voir un peu comment ça se passe, puisque les gens on va réadapter un peu son entreprise, différents salaires. Donc, il y a peut-être des gens qui vont dire, finalement, je préfère rester près de San Francisco parce que je suis mieux payé. Donc ça va être intéressant à gérer. Mais le retour à 100% au bureau, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est fini. Et les outils de collaboration vidéo et de travail comme Global, à mon avis, vont être en explosion totale. Et est-ce que le full remote est réservé à des sociétés tech? On voit beaucoup de sociétés américaines, GitLab, d'autres qui sont des très grandes entreprises et qui sont en full remote. Je ne crois pas que ce soit réservé aux tech. Je pense que c'est réservé aux entreprises qui adoptent la technologie, plus que des entreprises de tech. Bon, évidemment, hein, on parle à Karine, vous avez une entreprise qui fabrique des immeubles. À un moment, il faut y être sur la fabrication d'immeubles, mais la gestion de la fabrication d'immeubles, à partir du moment où tous les outils sont cloud, ça commence à simplifier quand même beaucoup le remote. Le partage de documents, pas avoir de dépendance sur une machine qui est dans un placard au bureau. Quand tout est cloud, on simplifie quand même beaucoup la vie et la possibilité de faire du remote. Moi, il y a un petit dessin que je montrais souvent dans les meetings. Il y a un immeuble où il y a des gens qui sont en train de discuter, un bureau en train de dire que la transformation digitale, c'est sympa, mais ce sera dans longtemps. Et il y a vous savez, on appelle ça les wrecking balls, c'est les grosses boules noires là, qui cassent les immeubles des rues, qui arrivent comme ça. Il y a marqué Covid dessus. C'est ce qui s'est passé, hein, finalement. Cette pandémie a complètement transformé les entreprises, les a obligées à passer dans la transformation digitale. J'avais repoussé, elle repoussait, et maintenant, elle est faite par au moins un certain nombre d'entreprises qui gagnent un avantage compétitif à l'avoir faite. Et donc, toutes les entreprises qui ne l'ont pas vraiment faite ou engagée vont être un désavantage et vont devoir passer dans cette transformation digitale. Donc là, ça y est, c'est déclenché. Toutes les sociétés qui pensent qu'elles ne vont pas pouvoir faire cette transformation digitale, à mon avis, elles vont être mal assez rapidement. Et donc oui, le futur est remote, le futur est cloud. 100% peut-être pas, mais clairement pas un retour à l'avant-Covid. Et donc le rôle des bureaux, le bureau physique, Karine, quel est son rôle désormais? On en a beaucoup parlé, mais c'est l'occasion de retrouver les collègues en vrai, de renouer avec ce qui fait l'humanité réelle d'une entreprise. Moi, je reste convaincue que des contacts en distanciel, certes, mais ce sera jamais, en tout cas chez Altarea, ce sera jamais une façon de travailler pérenne. En revanche, on a beaucoup grandi. Je pense que le 2e, 3e confinement nous a permis de voir qu'on était capable de travailler en distanciel, en télétravail, sans que ça pose de difficultés. Maintenant, avec une vraie flexibilité, une vraie agilité, moi, je luttais aussi pas mal sur le fait de signer un accord de télétravail avec tous les mardis ou tous les jeudis, etc. Je trouvais que ça extrêmement has-been, dans le sens où les collaborateurs nous demandaient de la flexibilité en étant et au bureau et à la maison, et nous renvoyaient d'avoir une forme de rigidité en n'étant pas là tous les mardis ou tous les jeudis. Je trouvais que c'était assez anachronique comme truc. Donc ça, on va le garder, cette agilité. Et ce que moi, je cherche à développer là ou à rendre plus pérenne, c'est une forme d'organisation qui soit où est-ce que je vais faire le mieux mon job, en fait, à l'instant T ou demain. C'est parfois en étant au bureau parce que je vais avoir besoin des collègues, besoin des outils ou de l'ergonomie, ou en distanciel pour X ou Y raison. Moi, je crois beaucoup à ça. Après, ça pose aussi d'autres questions telles que l'impact sur le habiter loin.
Je vous rappelle, enfin vous savez tous que où habitent les collaborateurs n'est pas censé être la préoccupation de l'entreprise. Sauf qu'à partir du moment où ils vont partir vivre à Aix-en-Provence, sachant que leur base est à Paris, qui prend en charge des frais de déplacement, qui prend en charge les nuitées à Paris, quel est l'impact aussi sur le collectif en tant que… Qu'est-ce que le collectif va accepter? Moi, c'est ce que je travaille aussi avec mes équipes, c'est le fait de dire, OK, t'es pas là, j'avais l'exemple que juste avant la conférence, on a encore des choses à signer en format papier parce que tout n'est pas encore parfaitement digitalisé. Oui, mais je suis pas là, comment on fait avec les parapheurs? Bah ouais, OK, bah je sais pas comment tu fais avec les parapheurs. Enfin, moi, je veux bien devenir et faire le boulot de tout à chacun, j'ai pas de souci, mais donc, il y a cette prise en compte aussi de quand je ne suis pas là, il y a des choses que je ne peux pas faire, ou quand je suis là, il y a des choses que je ne peux pas faire à la maison. Et donc, du coup, comment le collectif accepte et joue le collectif, en fait, pour que ça fonctionne. Merci, Karine. Sophie, je te laisse peut-être conclure et on peut peut-être s'appuyer sur cette étude de PwC toute récente. Quels sont les investissements principaux? Alors, c'est un questionnaire fait aux États-Unis. Les priorités pour soutenir le travail hybride. Et 72% des répondants recherchent des nouveaux outils pour de la communication, de la collaboration virtuelle. Voilà, absolument. Donc, voilà. Donc, nous, on essaye et on travaille beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment. Nous, on se nourrit de notre propre expérience, mais on se nourrit aussi énormément de l'écoute qu'on a de nos clients. Je passe personnellement vraiment ma journée de 9h à 17h30 et à 100%, et les équipes le savent, consacrée à l'écoute des clients et des prospects, etc. Et même au-delà de ça, d'ailleurs, des sachants, en fait, des influenceurs, etc. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous écrire à family@global.com. C'est l'adresse que l'on a créée pour vous écouter et on sera à l'écoute de vos besoins. Voilà. Donc, on a travaillé pour s'adapter, en fait, et faire en sorte que notre outil soit utilisé pour faire partie de ces tools for virtual collaboration. Et même être meilleur que les autres, parce que c'est ça qui nous fera gagner et c'est notre conviction depuis longtemps. Voilà. Et bien sûr que tout ça va s'accompagner d'un travail énorme de la part de tous les DRH, en fait, pour former les managers à non seulement l'utilisation de ces outils, mais surtout le management des équipes avec l'utilisation de ces outils. On rentre dans on est en plein dans une révolution du management et personnellement, je trouve ça très excitant, en fait, d'y participer. Voilà. Je voudrais en profiter pour vraiment encore remercier. Je ne sais pas si on peut prendre d'autres questions, en fait, Bérangère. Alors, on a répondu au fur et à mesure des questions, donc il n'y en a pas en attente. On a pile rempli notre contrat, il est 18h33. Parfait. Donc, merci beaucoup. Merci Karine, merci Anthony de votre disponibilité, d'avoir partagé vos expériences avec nous. Sophie, merci à toi. Dans le chat, vous avez notre email, family@global.com. Allez, écrivez-nous, partagez-nous vos retours. Ceux qui veulent tester, certains nous l'ont demandé dans le chat. Écrivez-nous pour qu'on vous mette des salles et des espaces à votre image et à votre disposition. Voilà. Merci énormément à vous tous pour votre écoute et à très bientôt alors. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.